Bienvenue sur Sika TV, c'est l'heure du journal de l'économie. On y va tout de suite avec les principaux titres à développer tout au long de cette édition. Le Conseil tanzanien du coton prévoit de quadrupler la récolte cette année. Elle devrait atteindre 600 000 tonnes. Les producteurs nigérians de noix de cajou veulent tirer 480 millions de dollars de l'exportation de 2018, soit une hausse de 19% par rapport à 2017. Puis le Cuba doit unifier sa monnaie après 24 ans d'utilisation de la double monnaie, une réforme saluée par les économistes. À nouveau, bienvenue. Filière cotonnière en Tanzanie. En 2018, la récolte de coton graines devrait passer de 150 000 tonnes à 600 000 tonnes selon le Conseil tanzanien du coton. Cette perspective favorable est principalement fondée sur le développement de la production de la fibre dans de nouvelles zones. Outre la hausse escomptée de la récolte, le gouvernement tanzanien a débloqué 4,4 millions de dollars pour la lutte contre les insectes nuisibles cette saison. En Tanzanie, la culture du coton fournit de l'emploi à environ 500 000 ménages ruraux. Elle est pratiquée sur une surface comprise entre 400 000 et 500 000 hectares. En Côte d'Ivoire, des journalistes ont été formés sur le fonctionnement et l'utilisation de différents instruments financiers, et ce sur initiative de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Au nombre de ces instruments, les bons du Trésor, les obligations du Trésor, l'emprunt obligataire et l'eurobond. Reportage. Le Trésor public compte diversifier la base d'investisseurs à travers la promotion des titres publics auprès de toutes les couches socio-professionnelles. Les responsables de cette régie financière viennent de dévoiler à Abidjan leur plan. Vous savez que nos autorités ont pour ambition de nous amener vers l'émergence à l'horizon 2020. Cela nécessite de gros moyens. Les impôts font leur part, la douane fait sa part. Nous, Trésor aussi, nous avons une grande part à jouer à travers les mobilisations de ressources sur le marché. De ce point de vue, nous sommes accompagnés par les institutionnels que sont les banques et les assurances. Mais la part des particuliers dans la mobilisation de ces ressources demeure tout à fait infime. Et au regard du développement récent de l'actualité financière de notre pays avec l'agrobusiness que vous connaissez, on s'est rendu compte que les particuliers ont suffisamment de ressources à investir, mais qui malheureusement l'investissent dans de mauvais canaux. Les hommes de médias qui ont fait de l'économie leur spécialité sont formés aux rudiments et instruments du Trésor public de Côte d'Ivoire. Le Trésor ne doit pas forcément se comporter comme une banque de l'État. Il doit pardon expliquer son processus de fonctionnement. Il y a eu plusieurs crises, il y a eu un certain nombre de choses. Je pense que c'est l'autocritique et encore la critique des journalistes aujourd'hui et de la population qui leur a permis ou bien qui leur permet de faire cette formation. Le challenge était de pérenniser les acquis en les renforçant avec la diversification des instruments et sources de financement. Un objectif qui, selon le directeur du Trésor public de Côte d'Ivoire, Assaoré Konanjak, ne saurait être atteint sans des actions de communication à l'attention des partenaires, usagers et clients. Sur l'ensemble des ressources mobilisées au titre de 2017, la part des banques représente environ 98%. C'est-à-dire les particuliers interviennent simplement à hauteur de 2%, ce qui est infime. Nous voulons accroître ce pourcentage. Mieux outiller les journalistes afin qu'ils jouent véritablement leur rôle dans la sensibilisation des citoyens, une ambition clairement affichée par la direction de la dette publique et des dons du Trésor qui a permis aux journalistes et hommes de médias d'avoir une idée claire du rôle du Trésor dans l'économie ivoirienne, de décrire l'architecture du marché financier régional et de donner un aperçu sur la situation de la dette publique. Cette édition se poursuit. L'Association des producteurs d'anacarde du Nigeria
envisage de tirer 480 millions de dollars à partir de l'exportation de noix de cajou cette année 2018, ce qui représente une hausse de 19% par rapport à l'année précédente. Et pour réaliser cet objectif, environ 20 milliards de naira, soit 55 millions de dollars, seront nécessaires afin de faciliter l'accès au financement aux exportateurs. Par ailleurs, l'association espère recevoir près de 3 millions de plants d'anacardier de la part du gouvernement afin de booster la production. Notons que le Nigeria a exporté en 2017 220 000 tonnes de noix de cajou, principalement vers le Vietnam, la Chine et l'Inde. Le pays compte produire 500 000 tonnes de la matière première d'ici à 2020. Et cela fait déjà 24 années que les Cubains sont habitués à jongler avec deux monnaies nationales, un système unique au monde auquel les autorités sont décidées à renoncer, et ce au risque de perturber la fragile économie de l'île. Le reportage. Le Cuba a toujours eu une particularité, celle de disposer et de jongler avec deux monnaies nationales. Une habitude vieille de plus de 24 ans à laquelle les Cubains doivent renoncer aujourd'hui. Le fait d'avoir deux monnaies pose problème. Cela entraîne des problèmes. On a dû l'accepter à cause des raisons que vous connaissez avec l'embargo et tout le reste, mais il nous faut une seule monnaie. Cette nouvelle mesure est donc a priori louable. La dualité monétaire engendre plusieurs difficultés. La principale étant, pour évaluer la compétitivité d'un pays, savoir où se situe réellement l'économie cubaine, la dualité monétaire brouille vraiment la perspective. Sur les risques de demande excédentaire en cas de hausse des prix, lorsque les gens s'appuient sur une valeur subjective, ils peuvent se dire « je vais tout acheter parce qu'ils pourraient ne plus en avoir » et cela peut provoquer une pénurie. Donc je crois que c'est là que l'État doit être en mesure de stimuler la productivité et de rechercher tout le potentiel de réserve du pays. Le gouvernement cubain a annoncé ces dernières années son intention de renoncer à la double monnaie, mais cette réforme, aussi cruciale que complexe, a été plusieurs fois ajournée. La double monnaie a permis d'affronter les déséquilibres de la crise des années 1990, consécutive à la chute du bloc soviétique, puis a facilité l'entrée de devises. Mais l'économie cubaine, qui vient de renégocier l'essentiel de sa dette publique, doit aujourd'hui retrouver crédibilité et lisibilité. Direction le Sénégal où nous emmène la page invitée d'aujourd'hui. Nous mettrons l'accent sur le sous-secteur de l'élevage qui reste un des secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent et dont le potentiel semble sous-exploité dans ce pays. La suite, c'est juste après ceci. Et avec moi sur ce plateau, Casimir Kridjo, bonjour et bienvenue. Bonjour, génial. Alors, comment se présente aujourd'hui le sous-secteur de l'élevage au Sénégal ? Il faut dire que le sous-secteur de l'élevage au niveau donc, du Sénégal présente un tableau de 4 espèces, à savoir les bovins, les ovins, les caprins et les porcins. Aujourd'hui, au Sénégal, la production de viande... la production donc de viande devient une activité moderne, une activité qui a de l'espoir, qui attire beaucoup plus les investisseurs, qui attire également les éleveurs au niveau donc du Sénégal, et le Sénégal, le gouvernement sénégalais a profité donc de cet essor-là pour recadrer un peu une activité artisanale, une activité familiale qui aujourd'hui pourra apporter de la plus-value à l'économie sénégalaise. Il faut dire que le Sénégal a compris aujourd'hui l'enjeu donc de développer ce sous-secteur pour garantir donc la sécurité alimentaire à sa population, mais aussi pour pouvoir exporter comme cela se doit donc les abats de viande, mais aussi l'animal donc vivant, pouvant permettre aujourd'hui d'apporter au niveau du Sénégal une plus-value, je l'ai dit tantôt, mais aussi de renflouer les caisses donc de l'État afin que véritablement le Sénégal puisse profiter donc de ce secteur et aussi de l'effectif de la population des animaux pour véritablement relancer son économie au niveau donc du pays. Alors comment est-ce que le pays veut juste
justement s'y prendre pour développer ce domaine-là? Alors, il faut dire que c'est tout un document au niveau donc du programme Sénégal émergent qui donc définit les axes stratégiques, les programmes devant permettre aujourd'hui au pays de moderniser donc son abattoir, mais aussi ses cheptels pour véritablement donner une plus-value donc à la filière. Le Sénégal est en train donc progressivement d'aller vers la modernisation, passer donc de la production familiale vers la production moderne avec des espèces améliorées. Tenez, par exemple, en 2016, parce qu'il est aussi difficile de trouver des statistiques fiables au niveau donc de certains pays africains, notamment des pays comme le Sénégal, de trouver donc des statistiques actuelles au niveau de la production animale, parce que c'est une activité jadis qui était donc détenue par l'économie familiale. Alors, pour 2016, selon donc la statistique nationale au niveau du Sénégal, la production nationale de viande a généré par exemple 247 000 tonnes donc, de viande, soit une augmentation d'environ 28%. Ceci prouve véritablement l'enjeu, le véritable donc, importance que le gouvernement sénégalais apporte, donc, accorde, j'allais dire, à la filière production de viande. Au niveau du lait, par exemple, le Sénégal a pu produire 283 000 litres donc, au niveau donc, du pays pour une consommation d'environ 300 000 litres, soit un déficit que véritablement le pays devra combler avec les importations. Mais c'est déjà bien que le Sénégal puisse produire environ 285 000 tonnes de litres donc de lait au niveau du pays. Pour la production nationale d'œufs de consommation, l'an par exemple, en 2016, le Sénégal a pu produire 636 000 tonnes donc d'œufs. C'est quand même important pour un pays. C'est pas négligeable. Donc pour un pays qui aujourd'hui est en train donc de comprendre l'enjeu de délocaliser certains abattoirs, certaines infrastructures de l'Europe, des États-Unis, de l'Asie vers donc son pays pour véritablement accroître la production. Donc voilà un peu le plan mis en œuvre aujourd'hui par les Sénégalais pour véritablement donner de la plus-value. Il faut, pour terminer, dire que le Sénégal, c'est quand même environ 1,5 million d'éleveurs qu'on a dénombrés, que ce soit moderne ou ceux traditionnels. Et c'est environ 6 millions donc, de Sénégalais qui donc, se nourrissent directement ou indirectement de cette activité. Du coup, la production locale pourra suffire pour garantir une sécurité alimentaire ? Pas forcément, la production locale ne suffit pas et c'est d'ailleurs pourquoi le Sénégal compte encore sur les importations. Mais c'est pour encore quelques années parce que d'ici là, le Sénégal pourra nourrir entièrement les Sénégalais grâce donc à sa production nationale, quitte à ce que désormais le Sénégal puisse être un pays exemple, un pays phare en termes d'exportation de la viande au niveau de la sous-région ouest africaine. Voilà qui a dit. Merci beaucoup Casimir Pedjo pour toutes ces informations que vous nous avez données sur l'élevage au Sénégal. On se donne rendez-vous très bientôt, vous et moi. Toujours avec le même plaisir. Voilà, vous l'avez compris, chers amis téléspectateurs. Ce sera tout pour ce journal de l'économie que j'ai eu du plaisir à vous présenter. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous et au revoir.